beaucoup d'éléments. Par exemple, la légalité. On considère par exemple que la publicité doit se focaliser sur la règle de droit, le respect de la règle de droit, son accessibilité. Parfois aussi on associe la transparence à la moralité. La transparence, c'est ce qui est contre le mal, contre le vice. La transparence aussi est souvent associée à ce qu'on appelle la publicité. C'est-à-dire qu'on doit rendre public les choses, on doit divulguer les choses. Et la transparence renvoie aussi à beaucoup de considérations, notamment une qu'on pourrait évoquer, c'est l'obligation de rendre compte, la réduction des comptes. Quand il y a transparence dans une société où les gouvernements sont astreints à l'obligation de rendre compte. Mais pour ne pas rester abstraite, la transparence requiert une législation rationnelle, constituée de normes générales et abstraites. D'ailleurs, de plus en plus, la tendance qu'on constate, c'est que le principe de transparence est inscrit dans beaucoup de textes internationaux. Tout à l'heure, il y a des textes qui ont été cités à la fois au niveau international, mais aussi au niveau africain, avec les textes de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, avec la directive sur les mines, au niveau de l'UEMOA, on a de plus en plus un code communautaire. Tout à l'heure, il a été fait référence notamment au décalage qu'il y a entre le code de l'UEMOA et les codes nationaux, décalage qui est en train d'ailleurs d'être complet. Le directeur des mines pourra le dire au bout, parce que l'ITIE, par exemple, l'organisation que je dirige, est invitée à la fois à cette réunion de ce matin, réunion qui est consacrée à l'harmonisation entre le code communautaire et les codes nationaux, et qui est en train de se dérouler dans notre hôtel, et la réunion de ce matin. Voilà, et donc je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine des industries extractives, que ce soit les mines ou le pétrole, la transparence est un des principes très forts, est un des principes qui est exigé. Aujourd'hui, il est exigé, que ce soit à l'exploitation des mines ou à l'exploitation du pétrole, d'appliquer le principe de transparence. Pourquoi? Parce qu'on considère que la publicité des revenus, le fait de publier, de divulguer des revenus, permet de prévenir ce qu'on appelle de plus en plus la malédiction des ressources humaines. Le fait que des États qui sont riches en ressources naturelles, en général en ressources minérales, en particulier, connaissent un certain nombre de situations qui peuvent même les amener parfois à des conflits, qui peuvent même dégénérer parfois à la guerre civile. Que l'application du principe de transparence permet aussi d'avoir des consensus nationaux sur à la fois l'exploitation de ces richesses, mais aussi les modalités d'exploitation, les modalités plutôt de répartition entre les différentes couches de la population, des revenus qui sont issus de l'exploitation de ces ressources. Et aujourd'hui, il y a à la fois dans le monde, mais aussi dans les États, beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour promouvoir la transparence dans le secteur extractif. Je vais juste rappeler, par exemple, le processus de Kimberley, qui est un processus qui a été inventé pour le contrôle de l'exploitation et de la commercialisation du diamant. Tout à l'heure, il a été rappelé l'initiative Publiez ce que vous payez, qui contraint notamment les compagnies, que ce soit dans le secteur du pétrole ou dans le secteur des mines, à publier ce qu'elles paient aux États. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs des législations et une directive au niveau de l'Union européenne, mais aussi du droit aux États-Unis, qui contraignent les compagnies européennes ou américaines à publier les paiements qui sont effectués au niveau des États dans lesquels ils font de l'exploitation extractive. Mais aujourd'hui, il y a une norme, qui est la norme ITIE, qui, en la matière, peut être considérée plus ou moins comme la norme la plus élaborée pour appliquer la transparence dans le secteur extractif. Pourquoi? Parce que la norme ITIE, qui a été fondée en 2002, c'était sous l'impulsion de l'ancien premier ministre Tony Blair, a inventé des principes, des normes, à partir desquelles on effectue chaque année un audit du secteur extractif de l'État. Lorsqu'un État adhère à l'ITIE, l'État a l'obligation de publier un rapport dans lequel il donne un certain nombre d'informations relatives à l'exploitation de son secteur extractif. Et le rapport ITIE a une particularité très
très simple, c'est que le rapport ITIE donne les réponses aux questions que se pose toute l'opinion d'un pays où il y a des ressources naturelles qui sont exploitées. Et donc, le rapport qui est produit est une sorte de document de référence sur le secteur. Un document qui donne des réponses aux questions. Juste à titre illustratif, par exemple, dans les rapports ITIE, les premières informations qui sont données, c'est ce qu'on appelle les informations contextuelles. C'est-à-dire que chaque État qui adhère à l'ITIE a l'obligation, chaque année, de donner des informations qui sont relatives au cadre institutionnel et réglementaire du secteur. Par exemple, quel est l'état du code minier dans le pays, quel est l'état du code pétrolier, quelles sont les principales dispositions qui existent. Ensuite, il est question aussi de dire comment sont octroyées les licences, comment sont octroyés les permis, comment dit les titres miniers ou titres pétroliers. Parce qu'il est extrêmement important de savoir est-ce que le processus d'attribution des licences est transparent. Est-ce que, par exemple, dans cet état, il est par exemple organisé en principe de concurrence, en principe d'appel, ou bien est-ce que c'est le premier venu qui est le premier servi? Vous savez, lorsque les États généralement ne sont pas riches en ressources naturelles, ou bien ont des richesses qui ne sont pas connues, l'État n'est pas attractif. Mais lorsque le sous-sol devient connu et que l'État a une meilleure connaissance, de meilleures informations sur son secteur minier ou son secteur pétrolier, le secteur devient plus compétitif. Et à partir de là, on sent la nécessité d'organiser maintenant les procédures d'octroi des permis et les procédures de signature des contrats. Donc les informations contextuelles sont très importantes. Il y a aussi d'autres informations que le pays qui adhère à l'ITIE doit aussi donner. C'est identifier les compagnies dans le secteur minier et pétrolier en général. Il y a d'autres pays où ça peut porter sur d'autres ressources naturelles ou le bois, mais généralement, dans l'ITIE, c'est le pétrole, le gaz et les mines. Et il est question d'identifier un périmètre où ce sont les entreprises qui contribuent à peu près à 90-95% des revenus qui sont sélectionnés. Et ces entreprises doivent être identifiées avec beaucoup de précision, de rigueur. Par exemple, dans un pays comme le Sénégal, dans le secteur minier par exemple, on avait 17 entreprises minières. Parce que bon, il y a des entreprises dont la corruption n'est pas aussi importante. Dans le pétrole, par exemple, on avait 8 entreprises pétrolières qui étaient identifiées. Donc, ensuite, il faut identifier tous les paiements que ces entreprises font. Et il faut être le plus précis possible. Par exemple, on prend comme paiement les redevances minières, les appuis institutionnels, les droits d'engrais, les taxes sur la valeur ajoutée. Et ici, il y a un principe qui doit être appliqué, c'est le principe de l'exhaustivité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'identification ou le recensement des entreprises du secteur minier, du secteur pétrolier qui paient, il ne faut pas laisser de côté une entreprise qui a des paiements significatifs. Voilà pourquoi il faut l'exhaustivité, c'est-à-dire toutes les entreprises doivent collaborer. S'il y a des entreprises qui collaborent, ça pose le jeu. Voilà pourquoi d'ailleurs dans beaucoup de pays, maintenant il y a une loi qui contraint les entreprises à participer à l'ITIE. Au Sénégal, ça a été le cas d'ailleurs dans le groupe minier qui vient d'être adopté. Dans le pays, ça fait carrément l'objet d'une loi. Et deuxième chose, au-delà de l'exhaustivité, il y a la certification qui est très importante. Ça veut dire que les entreprises aussi ne peuvent pas venir déclarer ce qu'elles veulent. Non. Les déclarations qui sont faites par les entreprises sont certifiées. Certifiées notamment par des cabinets des cabinets d'audit qui sont notamment agréés. C'est comme aussi les revenus qui sont déclarés par l'État sont certifiés. Parce qu'après, le but du jeu, c'est quoi? C'est de voir s'il y a une coïncidence, une correspondance entre les déclarations faites par les entreprises et les déclarations faites par l'État. Parce que si le décalage est important, voire abyssal, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un décalage, on essaie de voir comment les concilier. Et c'est souvent cette déclaration parallèle, mais simultanée, qui permet de jauger de la transparence du secteur. Donc, ça aussi, c'est important. Et enfin, il y a un aspect très important aussi dans les rapports politiques, c'est qu'après, il faut donner les résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est que les questions que les populations se posent, par exemple, quels sont les revenus du secteur extractif? Il faut les donner, exactement, et détail par détail. Par exemple, au Sénégal, on peut dire que pour l'année 2014, le secteur a produit 117 milliards.
100 milliards notamment pour les mines, et le reste pour le secteur pétrolier. Parce que vous le savez, pour l'instant au Sénégal, pour le secteur pétrolier, on est dans ce qu'on appelle la recherche. Il n'y a pas encore d'exploitation. Mais dans le secteur minier, il y a des projets qui se développent. Et voilà pourquoi nous avons atteint à peu près une centaine de milliards. Et justement, l'intérêt de la publication des revenus, c'est qu'il faut savoir mentir chaque année. On voit qu'il y a une augmentation. Et après, il faut répartir ces paiements dans le détail. De quel paiement il s'agit, etc. Et une autre chose qui est très importante, toujours dans ces trucs-là, il faut donner les substances qui sont produites dans le pays. Pendant longtemps, on ne le savait pas. Aujourd'hui, dans chaque pays qui a l'air de dire, on sait les substances qui sont produites. Au Sénégal, par exemple, on sait c'est de l'or, la quantité d'or qui est produite, le zircon, la tapologie, etc. Il y a le classement des substances. Et il y a le volume de production qui est donné. Et ensuite, les revenus sont donnés par substance de production. Donc vraiment, c'est des trucs détaillés, c'est des tableaux comptables, financiers, il faut d'ailleurs prendre le temps de lire. Et ensuite, on fait par exemple une répartition des revenus par région. Quelles sont les régions qui contribuent le plus pour le secteur extractif? Au Sénégal, par exemple, il y a une sorte de paradoxe. Si on regarde les contributions, par exemple, la première région minière du Sénégal, c'est pas Kibou. La première région minière, par exemple, en termes de contribution, parce que nous, on ne prend pas que la relance. Il y a ce qui est payé comme redevance, il y a ce qui est payé comme impôt, il y a ce qui est payé comme TVA, etc. C'est toutes sortes de paiements. Et à partir de là, on va prendre Dakar, apparaît comme la première région minière, suivi de Thiès, ensuite Kédougou vient en troisième position. Mais ça, parce qu'il y a beaucoup de paiements dont il faut tenir compte. Et ce ne sont pas seulement les paiements, par exemple, qui intéressent le secteur. Voilà. Et donc, M. Bachelier, pour terminer, les rapports ou les efforts qui sont organisés par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est une initiative mondiale, dont le siège est à Oslo. Et en réalité, l'objectif de cette initiative est de donner le maximum d'informations sur le développement du secteur extractif aux opinions publiques des pays. Et voilà pourquoi chaque rapport est produit par un comité indépendant. Parce qu'on voulait aussi que ce comité soit indépendant. Et ce comité est composé dans chaque pays d'un groupe où il y a les représentants de l'État, les représentants des compagnies minières et pétrolières et les représentants de la société civile. C'est ce groupe indépendant qui produit le rapport. Et le rapport se conclut toujours par des recommandations. Mais au fond, ces recommandations visent quoi? Ces recommandations visent à introduire des réformes dans le secteur. Si l'on voit par exemple qu'il y a une inéquité dans la répartition des revenus, les rapports doivent formuler des recommandations pour améliorer, pour introduire plus d'équité dans la répartition des revenus. Si on voit par exemple que les procédures d'octroi des permis de licence ne sont pas transparentes, il est question d'impulser des réformes pour que ce processus soit transparent. On aurait pu publier les exemples à l'ensemble. Et le but de tout ça, c'est quoi? Je vais finir définitivement par là, M. Premier. Le but de ça, c'est que quand l'État a produit toutes ces informations, selon les normes d'audit international les plus élevées, l'État maintenant fait l'objet d'une évaluation internationale. Voilà pourquoi, dans le système dit, vous avez des pays qui sont conformes et des pays qui ne sont pas conformes. Les pays conformes, ce sont les pays qui respectent plus ou moins les normes, et les pays qui ne sont pas conformes, c'est les pays dont on considère qu'ils ne sont pas vraiment transparents. Mais aujourd'hui, cela est abandonné. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, il s'agit de voir, dans chaque pays, quel est le niveau de mise en œuvre des principes de transparence. Et à l'issue de cet examen, on peut constater que ce pays n'a fait aucun progrès. Où il a fait des progrès inadéquats, où il a fait des progrès qui sont satisfaisants. Et c'est à partir de ça que le pays est considéré comme un pays dont on peut considérer qu'il a fait des réformes plutôt importantes en matière de transparence. Voilà juste ce que je dois donner quelques considérations que je voulais dire sur le sujet qui nous a été demandé de traiter. Je vous remercie. Pour l'Afrique, etc. Il a eu déjà à intervenir, à élaborer une réflexion, à participer à des travaux sur le plan international en ce qui concerne cette question du droit minier, du droit pétrolier, pas seulement pour le Sénégal, mais d'une manière générale pour l'Afrique. Et je pense donc qu'il peut prendre la parole, non pas simplement pour présenter le droit minier,
mais peut-être élargir un peu l'horizon et faire une réflexion sur ces questions qui ont été déjà abordées par certains, et notamment par le représentant de l'IF, avant même que cette table ronde soit installée, pour dire que l'un des défis majeurs, si j'ai bien compris son intervention, c'est le problème de la répartition des ressources entre les pays africains qui détiennent ces ressources minérales et les sociétés multinationales qui investissent dans le continent. Malheureusement, et ça c'est un problème, j'allais dire pour moi c'est un défi majeur, j'interpelle un peu monsieur le directeur des mines sur cette question, le diagnostic qui est fait il y a 20 ans, 30 ans, semble être toujours actuel. Il y a un déséquilibre qui est flagrant. Des sociétés minières qui réalisent des bénéfices colossaux, tant mieux, mais dans le même temps, les pays africains où ces ressources se trouvent, qui continuent à s'appauvrir, ou qui gagnent des portions communes. Comment faire pour changer cette donne? Et je pense que ça, cette réflexion, elle est au cœur de la vision minière africaine, M. l'État. Mais est-ce qu'il y a moyen d'espérer un changement de paradigme? Et cette question, nous la posons à M. le directeur des mines, qui est géologue de formation, qui est juriste, qui est en train de faire une thèse sur le droit des mines. Je pense vraiment que c'est la personne indiquée pour pouvoir nous donner des réponses à côté de celles que nous avons déjà entendues. Je vous remercie. Je vous donne la parole. D'abord, m'excuser du retard anticipé, parce que vous avez dit que je serais en retard, en raison de la tenue de l'atelier national de partage du contenu communautaire dans le biobois et de ses règlements d'application. J'ai eu à demander à M. le ministre du ministère de l'Intérieur de prendre en charge la conduite de l'atelier en attendant que je vienne participer à vos échanges. Déjà, c'est une contrainte principale qui me à ne pas répondre à toutes vos questions. Sinon, on va changer le calendrier. Et saluer donc la présence de mon ami, le ministre conseiller, président de l'ITIO. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'on se retrouve. La dernière fois, je disais aux journalistes comment vous pouvez venir intégrer sur la même table, échanger avec le ministre. Et cette fois-ci, c'est les avocats qui font. J'aperçois dans la salle beaucoup de monde que je connais. Je ne vais pas citer le nom parce que sinon, on risquerait de changer de thème en communication qui va être continué à citer tel ou tel, madame, tel. Je suis très satisfait d'être venu et de participer avec vous pour échanger sur cette question. Le secteur minier est un secteur complexe. J'ai dit souvent aux gens qui viennent à mon bureau, je leur dis que le Sénégalais le plus riche, le plus adulé à Sandaga, ceux qui ne sont pas des Sénégalais, Sandaga c'est la place commerciale la plus célèbre. Le Sénégalais le plus riche, le plus adulé à Sandaga. Et presque un agent de sécurité dans une ville. Avant-hier, j'étais en Afrique du Sud, visiter des installations minières. J'ai pris une photo devant un engin. La seule roue qui va être changée 2 fois l'année, la seule roue, coûte 90 000 $. Le camion, 1 million $. Et chaque année, il faut changer le camion. Ce Sénégalais qui tient la boutique à Sandaga, avec 90 000 $, toutes les portes sont ouvertes dans ce pays. Ces roues-là ne sait que charger du matériau. L'industrie minière est une industrie complexe, par les capitaux que ça mobilise. On parle de milliards. Le projet le moins important dans ce pays tourne autour de 350 à 400 millions de francs.
Quand on est à l'échelle de la petite mine, on parle de milliards. Quand on est dans le domaine industriel, à la grande mine, on est dans un projet qu'on est en train d'évaluer et de négocier. Les premiers coûts nous amènent à 2500 millions de dollars. Les projets miniers sont des projets complexes en termes de durée. Les capitaux qui sont relevés, les financements doivent être remboursés sur des durées au minimum de 10 à 15 années. Les projets miniers, c'est des projets qui ont des risques, et ces risques sont de plusieurs sortes. Le secteur des mines, du point de vue de certains, à comparaison, est un secteur opaque, non transparent, mal gouverné, conflictogène, fructogène. Mais c'est le seul secteur qui, n'existant pas, aucune activité humaine ne peut se faire. Aucune activité humaine ne peut se faire sans le secteur des mines. Aucune activité humaine. Voilà le secteur. Je vais essayer de brosser rapidement certains de ces aspects. Moi, je me demandais de traiter du droit minier sénégalais. Mais ce que je veux dire, c'est pour tous ceux qui sont là, parce que j'ai regardé la liste de présence, tous ceux qui sont là sont de la France, mais des ex de l'AOF. Comme nous sommes tous des ex de l'AOF, nous avons tiré aux sources du droit de la France. Et ce que je veux dire, c'est aussi valable pour les uns que pour les autres, avec quelques nuances près. Nous sommes presque à une étape, je puis dire, d'uniformisation. Même si on parle d'harmonisation des droits miniers dans l'espace, c'est presque une uniformisation en certains aspects. Mais tout d'abord, je voudrais préciser que vous n'allez pas m'entendre dire des ressources minières. Je le dis souvent, il n'existe pas de ressources minières. Les substances minérales et les ressources minérales. D'ailleurs, je dis souvent, avec des formations que j'anime au niveau de l'IDEC, en contribuant à élaborer le cours, l'IDEC organise chaque année un cours sur le droit et les contrats miniers pour 2 semaines. Et j'ai dit souvent aux auditeurs, pour faire la différence entre celui qui est dans les mines et celui qui n'est pas dans les mines, laissez-lui parler, si on parle de ressources minières, celui qui n'est pas dans les mines. Si vous lui dites quel est le prix du baril de pétrole, il vous donne un prix, également il n'est pas dans le secteur pétrolier, parce que le pétrole a plusieurs prix dans la journée. Il n'existe pas de ressources minières, c'est des ressources minérales. C'est parce que dans la loi de 1810, Napoléon, il a fallu catégoriser les ressources minérales et suivant les règles d'exploitation, une définition avait été faite pour dire voilà ce que c'est les minières, les mines et les carrières. Et ce qui était une exploitation pour ce qui était les minières, les gens abusivement disent que ce sont des ressources minières. C'est l'opération minière qui porte sur une substance minérale ou bien sur une ressource minérale. Donc, c'est la première précision à faire. La deuxième précision à faire, c'est la notion de titre minier. Parce que c'est des termes que j'ai utilisés dans ma communication. Abusivement, on a eu à appeler titre minier tout acte. Nous avons, dans la nouvelle loi au Sénégal, essayé de corriger cet aspect pour être en phase avec le général, pour considérer aujourd'hui le titre minier comme étant tout acte administratif conféré par l'État ou par l'autorité de tutelle pour conférer des droits miniers. Mais le titre minier, il faut toujours l'analyser par rapport à un autre titre foncier. Il faut recourir au code de Napoléon pour savoir la distinction qui avait été faite, parce que bien avant la loi de 1810, il y avait une distinction entre le foncier et le sous-sol. Quand vous étiez propriétaire du sol, vous étiez propriétaire de la substance. Il y a certains pays, j'en vois
vois pas ici dans votre liste parce que tous c'est des pays francophones, hein. Mais dans les pays anglophones qui sont là, la distinction reste. Donc, comme l'État propriétaire donc, du foncier et du sous-sol a créé deux livres, le livre minier et le livre foncier. Et au niveau du foncier, on inscrit ce qu'on appelle le titre foncier. Et dans ce qui est sous-sol, on inscrit le titre minier. Mais ce titre minier, quand vous observez dans beaucoup de lois, portait sur ce qu'on appelait les grandes exploitations, les permis d'exploitation et ce qu'on appelle la concession minière. Nous nous sommes débarrassés actuellement du Sénégal de ce concept de concession minière parce que la concession renvoie à l'histoire où on avait la concession du Sénégal qui appartenait à M. Tel, la concession du Congo qui appartenait à M. Tel, la concession de Tel. Nous nous sommes débarrassés de ce concept de concession pour tout simplement revenir à un unique titre de permis d'exploitation qui montre la volonté, la souveraineté et la responsabilité de l'État à exercer et à légiférer dans ce domaine. Donc, cela étant dit, je voudrais, pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous dire que je vais revenir sur deux aspects. Le premier aspect, le secteur des mines, il y a plusieurs activités. Il y a la recherche, et quand on fait la recherche, on devrait aboutir à une découverte. Sur 10 projets, presque un seul projet aboutit à la découverte. Aujourd'hui, nous avons un projet minier qui a dépensé environ 60 millions de dollars et pour l'instant, pas encore de découverte. Après la découverte, il faut aller à l'exploitation. Avant d'aller à l'exploitation, c'est la deuxième phase. C'est la phase de recherche. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de construction et de développement. La troisième phase, c'est la phase d'exploitation. La quatrième phase, c'est la phase de concentration. La cinquième phase, non, la quatrième phase, c'est la phase de transport par voie terrestre, maritime, ferroviaire. L'autre phase, c'est la phase donc, de marketing et de vente. Et toutes ces phases doivent être prévues dans la loi et dans les conventions. C'est pourquoi le code minier, en ses dispositions premières, indique que pour ce qui concerne la recherche, l'exploitation, le transport, la commercialisation, la transformation, tous ces aspects sont régis par le code minier. Il y a une convention qui définit l'ensemble des obligations, des droits des parties, et amène donc à l'intérieur de cette convention d'indiquer précisément quelles sont les attentes de l'État également, bien évidemment de la société ou de l'investissement. Au Sénégal, tout récemment, nous sommes dans notre 4e génération de code minier et la plupart des pays d'Afrique sont presque à leur 4e génération. Nous avons été tous régis par un code de 1895 avec la loi cadre de 1945, les politiques dans l'espace de l'AEF, l'Afrique équatoriale, tout a été revu. Pour nous amener à partir de 1961 à ce que tous les États, entre guillemets, conçoivent des codes miniers, mais ils sont presque des copies-collègues de ce qui existait bien avant l'indépendance, parce qu'on n'avait pas, entre guillemets, le temps, les compétences, les ressources, pour concevoir de nous-mêmes ce que nous voulons. C'est pourquoi, si vous devez lire les droits miniers et tous les problèmes qui s'en suivent, et je pense que ces problèmes, que ça en désire plus, parce que permet à l'avocat de travailler aussi, tous ces problèmes sont liés à l'inadéquation, à l'ineffectivité entre ce qui est la politique à l'instant et la loi. J'expliquais à une conférence de participé semaine passée avec les Canadiens, que la société, l'investisseur, une société a un organe de direction et un conseil d'administration qui peut être réuni à tout moment. Et que le directeur d'une société a la latitude et les pouvoirs pour pouvoir prendre en charge certaines décisions ou ne pas les prendre. Quand les cours de l'or augmentent, on peut réduire les coûts. Quand les coûts de porteurs d'énergie diminuent, on peut gérer. Mais l'État ne peut
Parce que l'État s'est déjà engagé dans le cadre de convention qui fixe des dispositions pour faire les conditions doivent être stables pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Quand le prix augmente, les États sont amenés des fois à utiliser des voies de renégociation qui mettent en cause, en difficulté ces conditions. C'est pourquoi nous, au Sénégal, cette année, dans le cadre de la révision de la convention minière, nous avons désaxé un peu les durées. La durée du permis d'exploitation est plus celle de la durée de la convention minière. On peut vous donner un permis d'exploitation de 25 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, comme vous voulez. Mais l'essentiel, la convention minière ne peut durer que 12 ans. Parce que ça permet de permettre à l'État de revoir ses positions. La société revoit toutes ses positions, tout moment, à chaque fois que la bourse change. C'est pourquoi pour l'ensemble du pays de l'Afrique, depuis 2012, les droits et les codes miniers sont en train d'être revus. Mais si vous allez constater, ces codes pourront être des codes justes, mais qui répondent à des questions du passé. Parce qu'il y a toujours un décalage entre le pouvoir politique pour agir dans l'économie et dans le marché et le pouvoir de l'organe de direction de la société à agir dans l'extérieur. Donc toujours il y a un gap différentiel, un gap de qualité entre ce que nous concevons aujourd'hui comme étant le bon et qui règle des questions